Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Nicolas et Soline Baptiste. Bonjour Nicolas et Soline. Bonjour. Hello. Alors, vous êtes un couple d'historiens, j'allais dire à la ville comme à la campagne. Vous faites de la recherche ensemble. Vous êtes connus sous le titre des Geekstoriens, vous êtes tous les deux docteurs en histoire et vous aimez vraiment parler d'armes, d'armures, de costumes. Et vous faites de l'histoire qui est calée entre vraiment la recherche historique et la pop culture. C'est très intéressant. Dans cette lignée des Cultural Studies, vous avez fait de nombreux articles, conférences et livres. Alors, Soline, vous êtes docteur en histoire moderne. Vous avez écrit une thèse qui s'intitule « La mode comme lieu de stratégie féminine à Venise au XVIIIe siècle » à travers des textes, de l'iconographie et des collections conservées. La question du rôle de la mode dans l'évolution des mentalités. Thèse soutenue sous la direction de Gilles Bertrand de l'Université de Grenoble et de Mario Infelize de la Ca' Foscari à Venise. Et quant à vous, Nicolas, vous êtes historien des collections d'armes et du corps armé. Vous avez écrit notamment chez Infolio et d'autres maisons d'édition plusieurs livres, donc Armatus Corpus en 2016 et puis Pop Arms en 2018. Vous êtes tous les deux commissaires d'exposition sur le corps armé, les armures, la dernière en date à Foix. Et pour revenir sur vous, Nicolas, vous êtes diplômé en art et théorie de l'image de l'école de recherche graphique de Bruxelles. Et puis, vous avez travaillé en histoire médiévale, une thèse soutenue à l'université de Savoie de Chambéry qui portait sur les armures des princes et des chevaliers à la cour de Savoie entre 1330 et 1530. Voilà, thèse dirigée sur les professeurs Guido Castelnuovo et Christian Guilleret. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié en tout cas. Je suis ravi de vous avoir tous les deux aujourd'hui pour évoquer ensemble une série. Alors, c'est vrai qu'au départ, la solution aurait été de parler de Game of Thrones. On a évoqué ça, mais comme on avait commencé par cette émission-là, avec notre ami Florian Besson, voilà, on s'est dit, tiens, peut-être parler de notre série. Et puis, vous m'avez proposé une autre série très, très intéressante aussi. Alors, on sort un tout petit peu de votre domaine direct de recherche, mais on pourra en reparler. Soline, Nicolas, la série qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi? Alors, c'est la série d'Altered Carbon. Voilà, alors je crois, Nicolas, que vous allez tout d'abord commencer par nous faire une présentation générale de cette série, puis petit à petit, on va rentrer plus en détail dans votre démonstration. Alors, qu'est-ce que c'est, pour celles et ceux qui ne connaisseraient pas, Altered Carbon, cette série, Nicolas? Alors, c'est simple. Merci d'abord pour cette invitation. Et nous sommes ravis de parler de cette série parce que c'est éloigné un petit peu de nos objets d'étude en époque, mais en fait, on n'a pas encore rencontré de spécialistes du 25e siècle, donc on est encore tout à fait dans le domaine sans problème. Donc, Altered Carbon, c'est une série télévisée de science-fiction américaine qui a été créée par Laeta Kalogridis. Elle est mise en ligne sur Netflix en 2018 pour la première saison et ensuite en 2020 pour la seconde. À l'origine de la série, c'est un livre, Carbone modifié, dont le titre original est évidemment Altered Carbon, est dû à l'auteur de Richard Morgan, donc à son talent. Il est publié au Royaume-Uni en 2002 et traduit en français en 2003, mais surtout il obtient le prix Philip K. Dick en 2004. Alors, c'est un roman qui oscille entre le polar noir, le techno-thriller et le cyberpunk et qui narre les aventures de Takeshi Kovacs sur la côte ouest des États-Unis à la fin du XXe siècle, comme je le disais, en abordant des thèmes comme la séparation de l'âme et du corps, l'immortalité, l'identité ou encore la lutte des classes. Alors, une des principales trouvailles de l'univers du roman réside dans le fait que c'est un avenir qui est pas si lointain, mais quand même, la mort n'est plus définitive. La conscience et l'esprit humain, donc les souvenirs également, sont digitalisés et stockés dans des piles qui peuvent être réimplantées dans n'importe quel autre corps, que l'on appelle alors l'enveloppe. L'humain est donc devenu immortel, ou presque, puisqu'une personne peut tout de même toujours être tuée si sa pile est détruite, ce qu'on appelle la vraie mort.
Joel Silver, le producteur de la saga Matrix, avait acheté il y a plus de 10 ans les droits de ce roman, en fait, pour une projection, peut-être de l'adapter en film, mais cela n'avait débouché sur rien. C'est la scénariste et la productrice américaine dont on a parlé, Laeta Kalogridis, qui a notamment travaillé sur les films Avatar ou Shutter Island, donc ce n'est pas une inconnue, et qui envisage de son côté, dès 2002, de l'adapter dans un long métrage. Mais elle est freinée par la complexité de l'œuvre, parce que l'univers est très, très démentiel, et surtout sa potentielle classification en rated 16, donc le fait d'être réduit, que les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte pour le voir au cinéma. Donc il faut attendre Netflix et sa commande d'adaptation au format série pour la télé en janvier 2016 pour que soit tourné l'épisode pilote qui va être réalisé par Miguel Sapochnik. Ce dernier, il a déjà dans son CV plusieurs épisodes de séries tels que Awake, Fringe, Doctor House ou Mind Games, et aussi Game of Thrones dont on parlait, donc c'est pas un amateur. Dans la première saison, le personnage principal de Takeshi Kovacs, il va être interprété par Joel Kinnaman, un comédien suédois qu'on a vu auparavant dans Suicide Squad, l'adaptation de Millennium au cinéma, le remake de Robocop, ou bien même dans les séries House of Cards et The Killing. Il a fait forte impression dans la série, mais dès juillet 2018, la série est renouvelée donc pour une deuxième saison qui est plus critiquée. Cette suite diffusée l'an dernier change en partie l'équipe puisque ça a été désormais Anthony Mackie qui incarne Kovacs pour des raisons de scénario. Et en août 2020, quelques mois après la diffusion de la deuxième saison, la série est officiellement annulée par Netflix, malheureusement en raison d'un coût de production qui serait trop élevé par rapport à son audience. Alors, ce qui est intéressant aussi, on parle dans l'histoire en série des séries, on parle aussi de leur réception. On reviendra sur ce que vous avez dit, Nicolas, en particulier, cette idée que cette deuxième saison est décevante. On verra pourquoi, et on verra pourquoi aussi vous avez choisi d'étudier cette première saison de plus en détail. J'aimerais avant voir avec vous, Soline, un petit peu pourquoi dans cette série Netflix a mis de gros moyens, avec en particulier une campagne de lancement, notamment à Paris, qui voyait très très grand. Alors, tout à fait. Il faut savoir que dès le lancement de la série, Netflix avait misé gros sur cette nouvelle production et a joué les choses en grand pour sa campagne de promotion. Et on peut citer, donc, comme vous le disiez, l'exemple de Paris où, en 2018, ils ont carrément loué pendant une semaine un espace éphémère entièrement consacré à Altered Carbone en plein cœur du Marais. Ils y ont créé carrément une boutique Altered Carbone qu'ils ont inaugurée le 25 janvier 2018, en présence des acteurs Joel Kinnaman, James Purefoy et Renée Elise Goldsberry. Donc l'objectif affiché, c'était de créer une brèche spatio-temporelle pour propulser littéralement les visiteurs en 2384 et les plonger totalement dans l'univers de la série. Alors forcément, il y a des journalistes qui ont joué le jeu, qui sont donnés à cœur joie et qui ont livré dans la presse un compte-rendu de leur expérience. Donc en fait, ils expliquent qu'après avoir été fouillés par un vigile, une jeune femme fort souriante, en blouse blanche, accueillait le visiteur pour l'informer qu'il est désormais possible de transférer sa mémoire, et donc sa personnalité, sur un disque qui sera ensuite inséré dans un nouveau corps à choisir dans un catalogue. Un vestiaire permettait alors de laisser ses affaires pour pouvoir choisir plus aisément son nouveau corps, avec au mur des affiches aux slogans évocateurs comme « Changez d'apparence »,« Métamorphosez-vous »,« Vivez éternellement » ou encore, et peut-être de manière encore plus intéressante, « Le corps est un produit ». Premier passage obligatoire, des techniciens prenaient le portrait du visiteur qui allait alors rejoindre le catalogue composé de tous les corps prospects de Netflix. Et il fallait laisser son adresse email pour recevoir sa fiche avec indication de la durée de vie restante. On passait ensuite au sous-sol de la boutique avec un deuxième atelier qui permettait de se faire guider par une conseillère pour choisir le nouveau corps souhaité parmi quelques profils très stéréotypés. Et d'ailleurs, cette session comportait une très intéressante étape en réalité augmentée sous Kinect qui permettait d'observer l'expressivité de son nouveau visage avant de remplir le fameux bon de commande. Et on nous annonçait que le nouveau corps attendrait ensuite que le visiteur vienne le récupérer le 2 février 2384. Il était également possible de se faire prendre en photo au milieu des enveloppes
voire même à l'intérieur de l'une d'entre elles. C'est-à-dire que pour implanter la conscience dans l'enveloppe corporelle de l'autre, les chercheurs proposaient tout simplement aux visiteurs de s'allonger et de se faire enfermer dans une housse à zip, un peu comme celle qu'on utilise pour ranger les vêtements. Et on se retrouvait placé en position fétale, un masque à oxygène placé non loin. Pendant une trentaine de secondes, ça peut paraître court, le temps que l'appareil photo accroché au plafond de la salle puisse immortaliser l'instant. Alors, de l'aveu de ceux qui l'ont testé, cette expérience d'enfermement provoquait plutôt, malgré que ce ne soit que 30 secondes, une angoisse mortelle, en dépit de la présence de la bouche d'aération qui était parfaitement visible. Et finalement, c'est un retour sur expérience qui n'est pas sans provoquer une certaine fascination à l'égard de cet univers qu'on peut qualifier de post-humaniste. Effectivement, ce qui est très intéressant aussi, d'après ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il y a eu, surtout là avec vous, Soline, vraiment une expérience ici transmédia où on a transposé la réalité, j'allais dire, de la série dans la réalité, dans notre réalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas avec toutes les séries. Donc, on voit bien que tout de suite, cette série-là était une série à part. Et j'aimerais maintenant, peut-être avec vous, Nicolas, que vous nous donniez, s'il vous plaît, le résumé. Au moins, on va voir de la saison 1. Après, on verra avec vous pourquoi la saison 2 a été plus ou moins décevante, mais en tout cas de cette saison 1, qu'est-ce qui se passe dedans? Oui, alors spoil alerte évidemment pour ceux qui n'ont pas vu la série, mais il faut bien qu'on résume un petit peu la saison 1. On va bien sûr se focaliser sur la version de l'histoire telle qu'elle est donnée dans la série, puisque c'est l'objet de discussion, parce que ça comporte quand même des différences notables dans le schéma narratif par rapport au livre. Bien sûr, l'adaptation d'un roman ne se fait pas de manière exacte, mais l'univers tel qu'il est décrit étant bien le même entre le texte original et son développement audiovisuel, on a trouvé très intéressant dans le cadre de l'analyse qu'on propose de se plonger quand même aussi dans le roman de Morgan et les versions qu'il en donne dans le texte. Pour cette raison, on se focalise sur la première saison d'Altered Carbon, dont seule l'histoire reprend celle du roman Carbone modifié, donc le premier opus des aventures de Takeshi Kovacs. C'est la raison pour laquelle on a laissé de côté la saison 2, puisque, sans rentrer dans de grands débats, la seconde saison n'apporte pas beaucoup de choses en plus par rapport à ce commentaire, mais c'est surtout le fait que ce n'est pas issu de l'œuvre originale, c'est quelque chose qui a été reproduit ensuite, justement que pour la série, et ça a généré donc beaucoup de critiques dont on parlait, sur lesquelles on va même revenir à plusieurs reprises dans cet entretien. Et puis personnellement, les épisodes de la deuxième saison nous ont également moins touchés. Donc, on a choisi de les laisser sur le côté. On parlera également très rapidement du manga qui a permis un petit peu de rattraper un peu les fans. En tout cas, nous avons apprécié ce retour de cette sorte. Et pour en revenir à la saison 1, nous allons voir qu'il s'agit d'une histoire assez complexe à résumer. C'est très compliqué à faire comme ça rapidement, mais on accepte le défi. Parce qu'en gros, la trame principale de la première saison se déroule en 2384. J'ai parlé du 25e siècle, mais en réalité, tout le récit se situe entre la fin du 24e siècle et le 25e, dans une ville futuriste qui s'appelle Bay City. En résumé, dans un futur où les humains peuvent transférer donc leur esprit d'un corps à l'autre, comme on l'a vu, c'est l'histoire d'un rebelle qui est ramené à la vie 250 ans après sa mort pour résoudre le meurtre de l'homme le plus riche du monde en échange de sa liberté. Donc, ce rebelle porte le nom de Takeshi Kovacs. C'est un ancien soldat et le seul survivant d'un groupe de guerriers d'élite, les Diplos, qui ont été vaincus lors d'un soulèvement contre le nouvel ordre mondial. Donc, on est déjà dans une ambiance de guerre. Son esprit est mis en prison depuis des siècles jusqu'à ce que Lawrence Bancroft, un homme extrêmement riche et vivant depuis plusieurs siècles, lui offre la chance de vivre à nouveau. Takeshi Kovacs se réveille donc dans un corps qui n'est pas le sien, mais celui d'Elias Riker, un ancien officier de la police de Bay City. Et en échange de ses services, Kovacs doit résoudre un meurtre pour le fait d'être à nouveau comme ça ressuscité. Et on lui demande de résoudre le meurtre de Bancroft lui-même. Alors ce Bancroft, c'est un Math. Les Maths, c'est une allusion à Mathusalem. Ce sont les membres les plus riches de la population. Eux, ils utilisent des clones comme enveloppe pour vivre pour toujours dans le même corps et stockent régulièrement les données de leur pile à l'extérieur pour avoir une sauvegarde en cas de problème. C'est une espèce de vie éternelle garantie en quelque sorte. À leur opposé dans cet univers, bien sûr, la religion néo-catholique est opposée au réenveloppement, persuadée que cela va à l'encontre du salut de l'âme. Les néo-catholiques, mais aussi de nombreux autres groupes religieux, appliquent un codage religieux à leur pile corticale.
ce qui les empêche d'être réenveloppés après leur mort. Et oui, ça va à l'encontre de théories, bien sûr, spirituelles. Face à cela, la proposition 653 est un projet de loi présenté par le Protectorat interstellaire des Nations Unies qui permettrait à toute victime de meurtre ou victime présumée de meurtre d'être réenveloppée afin d'identifier et de témoigner contre son meurtrier, indépendamment de son code religieux. L'adoption de ce projet de loi a été considérée comme une menace, évidemment, par de nombreux criminels et par des groupes religieux dont on parle. C'est d'ailleurs cette proposition, qui porte le nom de 653, qui a mené Elias Riker, le corps de Takeshi Kovacs, en prison 250 ans plus tôt. À l'origine, c'est une de ses amies d'enfance, Marilou Henchi, qui s'est soi-disant suicidée, mais Riker est persuadé qu'il s'agit d'un crime maquillé et il va essayer d'élucider cette affaire. Il est prêt de découvrir un trafic organisé par une certaine Raylene Kawahara, qui consiste à appliquer des codes religieux aux victimes de meurtre pour couvrir ses propres crimes, mais aussi ceux d'autres riches, surtout des maths, afin qu'ils ne puissent pas être résolus. Cette Raylene Kawahara, elle sent le danger d'être démasquée et elle fait alors accuser de meurtre Riker, qui est alors du coup placé dans la glace. C'est pour ça que son corps est préservé. Au début de la série, ce corps, cette enveloppe, elle est achetée par Lawrence Bancroft pour revêtir Takeshi Kovacs lorsqu'il se réveille, avant qu'il ait fini de purger sa peine de prison. Alors, dans sa quête pour la vérité, Kovacs va faire des découvertes surprenantes. En premier lieu, il va croiser la route de Poe, une intelligence artificielle qui gère l'hôtel dans lequel il réside, au passage qui est d'ailleurs l'un des personnages les plus attachants de la série. Ensuite, il va rencontrer Christine Ortega, officière de police et ancienne amie d'Elias Riker, donc de son corps. Elle est en colère, elle enquête au départ pour son propre compte, pour protéger au mieux l'enveloppe de celui qu'elle aime. Et elle va aider Kovacs. Au final, ils vont travailler en binôme pour résoudre le meurtre de Bancroft. Enfin, il retrouve la fameuse Raylene Kawahara, qui est en fait la sœur de Kovacs, qui croyait morte dans un accident d'avion, avec Quellcrist Falconer, qui était l'amour de sa vie. Il était persuadé qu'elles étaient mortes toutes les deux. Elle est devenue depuis une maths, en plus d'être en vie, et elle a mis en place un trafic, en tout cas une cité dans les nuages qui s'appelle la Tête dans les nuages, qui est un lieu de prostitution où les plus riches peuvent s'adonner à des plaisirs charnels jusqu'aux plus glauques et pervers qui soient. Il comprend enfin qu'il a tenté de nuire à Bancroft. Ce dernier, en fait, a entretenu une relation avec une prostituée qu'il a mise enceinte, en fait. Et lorsque sa femme Myriam s'en aperçoit, elle contacte Raylene Kawahara pour se débarrasser de cette jeune femme. Et celle-ci lui demande en échange d'empoisonner son mari. Donc, sous l'effet de la drogue, Bancroft tue par accident l'une des prostituées de Raylene, un crime dont cette dernière se sert afin de lui faire du chantage pour qu'il vote contre la fameuse proposition 653 dont on a parlé, donc annoncée par le Protectorat. Soudainement, réalisant tout le mal qu'il a fait, ce Bancroft se donne la mort en se tirant une balle dans la tête d'ailleurs. À son réveil, dans sa nouvelle enveloppe, il ne se rend pas compte qu'il s'est suicidé et il est persuadé qu'il est la cible d'un meurtrier. Et donc, il sort Takeshi Kovacs de son sommeil pour mener cette enquête. À la fin de la première saison, Takeshi est contraint de tuer sa sœur Raylene, juste après qu'elle lui ait avoué être la meurtrière de Quellcrist, qui n'était cependant pas vraiment morte de la vraie mort, donc. Et il réussit à prouver non seulement que Bancroft n'a pas été assassiné, mais qu'il s'est suicidé pour oublier l'acte immonde qu'il a commis. Il arrive aussi à prouver que Riker est innocent et qu'il doit être libéré. Kovacs est quant à lui gracié et va alors rendre l'enveloppe d'Elias Riker à Christine Ortega avant de reprendre sa route et une nouvelle mission, retrouver son amour perdu. On le voit par rapport à cette présentation faite par Nicolas, très précise, de multiples intrigues dans cette saison 1, avec beaucoup de questions, on va y revenir dessus, notamment sur le fonctionnement de cette société-là d'anticipation. Mais Soline, indique-nous pourquoi cette deuxième saison, elle vous a déçu, elle a déçu une grande partie des fans, et ça a conduit finalement au non-renouvellement de la série. Très bonne question. Effectivement, en fait, l'arc narratif qui entourait Quellcrist Falconer dans l'intrigue de la première saison se révèle primordial dans la saison 2. Donc, on finit là-dessus cette quête de l'amour perdu de Takeshi Kovacs. Donc, surnommée Quell, cette Quellcrist Falconer était la leader d'un ancien mouvement révolutionnaire, les Quellistes, qui visait à mettre fin à la folie de l'immortalité, et dont Takeshi Kovacs a fait partie, en plus d'avoir eu une relation amoureuse avec elle.
Un dessin malheureusement avorté par la sœur de Kovacs elle-même, Raylene, donc il a assassiné tout en sauvant sa pile qu'elle cache quelque part dans l'espace. Dans cette histoire qui prend place 30 ans après l'affaire Bancroft, Takeshi Kovacs a changé d'enveloppe, puisqu'il a rendu l'enveloppe de Riker. Donc c'est désormais Anthony Mackie qui enfile, si on peut dire, le rôle principal, un acteur qu'on connaît entre autres pour plusieurs rôles de la franchise Marvel, dans Ant-Man, Avengers ou encore Captain America. Comme l'a évoqué Nicolas juste avant, pour un certain nombre de fans, dont nous sommes, le résultat n'a malheureusement pas été à la hauteur des attentes nées à l'issue de la première saison. Alors que la question du changement de corps n'aurait justement pas dû impacter la perception du personnage de Kovacs, dans un monde où on peut changer d'enveloppe comme de chemise, ça ne devrait pas poser de problème. Eh bien, quand Anthony Mackie prend le relais, il nous semble qu'il le fait avec moins de brio que Kinnaman. Mais les vrais problèmes résident peut-être encore davantage dans le scénario et dans la mise en scène. D'une part, il n'y a plus d'énigmes policières qui viennent soutenir le récit personnel, et l'histoire se concentre sur le passé de Kovacs et de sa bien-aimée retrouvée, une espèce de réflexion mystico-pataphysique, comme aurait dit Alfred Jarry, sur les origines de la Terre. Alors, pourtant conçue par la même réalisatrice, c'est toujours Laeta Kalogridis qui est aux commandes pour la saison 2, et bien cette deuxième saison, on trouve qu'elle peine à trouver sa voie entre des scènes de combat à répétition qui ne parviennent, selon nous, pas à remédier à une pauvreté de script. En revanche, en avril 2020, donc comme on le disait, Netflix a mis en ligne un spin-off, un animé, intitulé Altered Carbon Resleeved, qui se concentre sur Kovacs, cette fois-ci embauchée pour protéger une jeune tatoueuse nommée Holly, tout en enquêtant sur la mort d'un patron local de Yakuza. Et cet animé présente pas mal de qualités et nous a permis, avec joie, finalement, de renouer avec le plaisir qu'on avait ressenti face à la série version première saison. Alors, en tout état de cause, cette seconde saison n'apporte non plus rien de plus par rapport aux sujets qui nous ont particulièrement intéressés en tant qu'historiens spécialisés, à savoir le rapport au corps et aux apparences, les costumes et l'armement, et c'est pour ça qu'on a choisi de la laisser de côté. On va y revenir juste après, mais j'avais une question pour Nicolas avant ça. C'est vrai que quand on voit les ambiances de la série, la façon de se tourner, les combats aussi, on pense tout de suite à un film mythique, à une ambiance mythique, c'est Blade Runner. Et oui, tout à fait. D'ailleurs, lorsque sort cette saison 1, la critique va s'accorder pour voir dans Altered Carbon un héritier de l'univers de Blade Runner. Il faut dire que Richard Morgan, c'est un auteur reconnu comme majeur dans cet art du roman du cyberpunk. Et puisqu'il s'est vu récompensé du Philip K. Dick Award en 2003, pour ce roman Carbone modifié, ça se justifie. En fait, il s'agit évidemment de la consécration pour un écrivain dont l'univers est ouvertement inspiré par l'œuvre de l'auteur américain devenu culte et qui a imaginé non seulement ceux de Blade Runner, mais aussi de Total Recall ou encore du Maître du Haut-Château, on l'oublie assez souvent. Alors, tournée en 2017 dans les nouveaux studios de Skydance Media, non loin de Vancouver, la série Altered Carbon, elle va proposer des décors, des costumes, des accessoires gigantesques qui entraîne le spectateur dans un monde, mais c'est sûr, nettement marqué par la nostalgie du Blade Runner de Ridley Scott, avec les ambiances nocturnes aux rues pluvieuses ou au panorama brumeux, hanté par les hologrammes publicitaires, mais aussi le trench coat et la solitude renfrognée du héros, les voitures volantes, etc. On y retrouve tout l'ADN de Blade Runner. Mais on peut aussi évoquer d'autres influences qui ont déjà relayé l'univers de Blade Runner ou qui ont joué un rôle dans la réalisation de celui d'Altered Carbon. Par exemple, je citerai Le Cinquième élément de Luc Besson, dont l'univers graphique avait été le produit des dessinateurs Mézières et Möbius, mais aussi le film Dark City, sur lequel avait travaillé Christian Scherer et d'autres artistes graphiques qui ont apporté une véritable profondeur à ces mondes. Et du côté jeu de rôle, on ne peut pas passer sous silence l'univers de Cyberpunk, dont la récente adaptation en jeu vidéo, joue évidemment avec une bonne partie de tous ces codes, qui avaient été déjà bien développés dans l'univers techno-fantastique des magazines Metal Hurlant et Heavy Metal, et qui ont certainement participé à l'éclosion d'une vraie culture des corps. Donc c'est un vrai héritage qu'on retrouve dans Altered Carbon. Alors, si on rentre maintenant, Soline et Nicolas, dans vos univers de travaux respectifs que vous mettez ensemble avec dans votre site, les Geekstoriens, j'aurais aimé savoir peut-être, Soline, que vous
commenciez à voir avec nous pourquoi cette série, qui est une série d'anticipation, qui se passe au XXVe siècle, pourquoi vous qui avez travaillé sur l'histoire du vêtement et Nicolas qui a travaillé sur les armes, elle vous a intéressé véritablement? Alors, dans le panorama qu'on vient de brosser rapidement, au-delà du plaisir qu'on a pris à visionner cette série, il y a forcément plusieurs notions qui nous ont interpellés dans nos pratiques et dans nos recherches en histoire, en dépit de la distance spatio-temporelle, si on peut dire. Spécialiste de l'histoire du vêtement pour ma part et de l'armement pour Nicolas, en fait, on travaille également sur le rapport au corps et la construction des apparences au travers des vêtements et des accessoires militaires ou martiaux. Il s'agit d'un jeu où finalement, entre le physique, le vêtement, mais aussi les accessoires et les outils, entre guillemets. Alors, dans un univers tel que celui d'Altered Carbon, où les scènes d'action tiennent une place importante, on parle de forces policières et militaires, de crimes en tout genre, les armes et leur utilisation tiennent incontestablement une place prépondérante et ne manquent pas de soulever un certain nombre de questions. Entre armes à feu d'un côté, armes blanches de l'autre, on y retrouve nécessairement des armes actuelles, ne disposant pas des vraies armes de l'an 2300 pour tourner. Et il y a quelques inventions tentées par la production à partir des propositions de l'auteur, sans que malheureusement l'essai ne soit transformé, on le verra. Et de même, alors qu'il est devenu possible de sauvegarder l'esprit et la conscience d'une personne dans une pile corticale que l'on peut en théorie réenvelopper à l'infini, la question des apparences prend toute son importance et on verra que dans ce cadre, la relation corps-vêtement est plus complexe qu'il n'y paraît entre dictature sociale, identité futuriste et identité individuelle. Alors Soline, si ça ne vous ennuie pas, je vais peut-être commencer par les muscles, par les armes, par le côté masculin et voir avec Nicolas justement comment les armes sont perçues dans cette série, qu'est-ce qu'on voit, comment elles sont mises en avant, est-ce qu'il y a le côté futuriste ou est-ce qu'on revient aussi à une certaine tradition par rapport à l'utilisation des armes et en particulier une notion qui apparaît importante, c'est dans la série, on parle de faiblesse des armes. Qu'est-ce qu'on entend là-dessus, Nicolas? Alors, la faiblesse des armes, c'est une citation du livre. En fait, Takeshi Kovacs se remémore une leçon d'une ancienne instructrice de sa formation militaire, des Diplo, Virginia Vidora, qui utilise cette expression. Elle dit que le recours aux armes, c'est une faiblesse. Parce que l'arme est un outil pour les combattants, mais ils ne doivent pas se sentir incomplets sans elle. En fait, c'est une façon de dire que le combattant est avant tout un soldat dans son mental et qui ne dépend pas que d'une arme physique. Le mental entraîné des soldats, d'ailleurs, leur savoir-faire martial, comment s'adapte-t-il d'ailleurs à ce nouveau corps? En fait, l'anatomie change totalement quand on est réenveloppé. Les membres ne se déplacent plus de la même façon, s'ils sont plus courts ou plus musclés. Par exemple, si une ballerine se réincarne dans le corps d'un bodybuilder, comment sa mémoire va s'adapter à cette nouvelle corporalité? Ça peut apporter un certain nombre de problèmes. Donc, ne faudrait-il pas une période de rééducation, comme le corps désapprend un savoir-faire corporel, et qu'on doit le reconquérir? Par exemple, un champion de judo, s'il arrête de pratiquer pendant 20 ans, puis soudainement il reprend les compétitions, est-ce qu'il y aura un décalage entre son corps, qui est devenu quand même plus faible, et son mental? Alors, le soldat réimplanté, normalement, devrait vivre une espèce de période de réadaptation, sauf si le cortex du nouveau corps ne fonctionne comme une espèce d'antichambre et ne fait ce travail, réduisant la puce à un disque dur externe qui a besoin d'un processeur, ce que ni l'auteur dans les romans, ni la série n'expliquent vraiment. Donc, c'est une faiblesse, si vous voulez, à ce titre d'explication du savoir-faire martial. Il en va de même pour les combats en armure, finalement. Ça, c'est ma propre expérience qui parle. Quand on doit se battre avec une nouvelle géographie du corps, qui possède des protubérances là où il n'avait rien, des rigidités là où il était souple, et même un poids total qu'il n'avait pas, ça rend sûrement pâteau, brutal, plus lent, et ça nécessite un entraînement spécifique. Alors, la faiblesse des armes, c'est aussi une réalité des séries futuristes, au sens de leur création ou réalisation, parce que parfois, elles doivent interpréter des visions littéraires qui sont déjà parfois affranchies de certaines réalités balistiques. Les auteurs ne sont pas des experts en tir. Plusieurs armes sont devenues mythiques à l'écran quand même, tout en combinant des aspects techniques impossibles ou dangereux, par exemple.
Donc, on cite souvent le blaster de l'inspecteur Deckard dans Blade Runner, qui combine plusieurs armes à l'écran, mais du coup, il est devenu un peu trop lourd et inutilisable dans la réalité pour une arme de police. On peut parler aussi du blaster d'Han Solo, qui est une arme de la fin du 19e siècle, un Mauser 1896, qui est affublé d'une lunette et d'un cache-flamme de mitrailleuse. Donc ça alourdit considérablement sa silhouette et son poids total. Ce sont deux personnages mythiques qui sont incarnés par Harrison Ford et qui sont devenus cultes, ainsi que leurs armes qu'on retrouve dans des catalogues de nombreuses firmes de copies. C'est d'ailleurs un marqueur assez intéressant. On peut aussi parler du revolver Delboy, le fameux Samaritain, qui est même dangereux à employer parce qu'il a un barillet qui ne peut pas contenir la détonation des cartouches. Donc là, on est vraiment dans une faiblesse d'armes à l'écran. Mais par contre, on ne peut pas dire que la série Altered Carbon soit faible de ce côté-là. La première saison est clairement plutôt une réussite côté flingue. L'héritage et les références sont palpables, notamment à Blade Runner de Ridley Scott dont on a parlé. Les avis des fans sont partagés. D'un côté, le youtubeur Regal Gorilla adore, estime que le lien avec Blade Runner est dépassé, que l'univers est extrêmement riche, les scènes d'action extraordinaires. Tandis que Nexus 6, par exemple, lui, trouve au contraire que le design en est beaucoup trop dépendant, sous influence. Les armes y foisonnent en tout cas, et des sites spécialisés comme le IMFDB, pour ceux qui ne connaîtraient pas, s'en sont donnés à cœur joie pour y déceler les armes connues de nos univers contemporains. Donc, dans les armes d'Altered Carbon, que ce soit dans l'œuvre littéraire ou l'adaptation à l'écran, elles ne deviendront malheureusement pas iconiques comme celles de Blade Runner ou d'autres, parce qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une création fascinante comme ces œuvres. Tout comme Philip K. Dick, Morgan va reprendre le nom des firmes d'armurerie d'aujourd'hui, ainsi que les systèmes de tir. Ça peut être vu comme un clin d'œil, il ne s'est pas exprimé vraiment à ce sujet, mais ça disparaît totalement dans la série. Alors, dès le début du livre, on prend conscience que les armes feront partie de l'univers, sans souci. On est dans les années 2130-2140, et dès la première page, Kovacs est en état d'alerte chimique, c'est-à-dire il est sous l'effet des neurachem, ce sont des armes chimiques que les soldats peuvent s'inoculer, et il va décrire une arme qui est posée sur un meuble qu'il dit être un pistolet à éclat de la marque Éclair et Koch, qu'il va qualifier d'une arme d'assassin, compacte, silencieuse. Il précise que sa compagne Sarah a disposé des chargeurs à côté et les marques d'adhésifs verts pour les somnifères et noirs pour le venin d'araignée. On comprend là que c'est peut-être des pistolets à fléchettes. Alors, le fabricant Éclair et Koch produisait dans les années 1970 plusieurs petits pistolets qui pourraient être des silhouettes assez pratiques pour des armes à fléchettes comme le HK P7 ou le HK VP70. Ces armes sont déjà célèbres parce que c'est l'arme de poing des Marines du film Alien, donc elles existent déjà au cinéma. Mais sans savoir si les fléchettes sont propulsées par des cartouches à poudre ou par des compressions d'air, la forme de l'arme, elle peut sensiblement varier. Cette précision de pistolet à éclat laisse un peu pensif parce que ça ressemble plutôt à un effet futuristisant plutôt qu'une réalité technologique liée aux balles fléchettes. De son côté, Kovacs emploie alors un gros Smith & Wesson argenté et des grenades hallucinogènes dans le récit original donc du roman. À ce moment-là, les hommes d'un commando font irruption dans l'appartement, donc dans cette scène qui va être reprise dans la série, et leur équipement, à part une silhouette un petit peu proche de certains insectes, l'équipement général va être assez proche de celui de troupes d'assaut d'aujourd'hui. Les agents utilisent des fusils mitrailleurs Kalachnikov assez courts, qui rappellent l'AK-47 d'Elysium qui a été conçu par Weta Workshop. Alors c'est normal, c'est Weta Workshop qui est aussi aux commandes du design des props de la série et notamment des armes évidemment. Les membres de ce groupe de combat ont des équipements qui leur donnent l'air d'insectes, je disais, c'est ce que l'auteur décrit dans son texte, un look qui est assez peu exploité dans la série, mais qu'on va retrouver pour les armures des prétoriens un peu plus tard et qui utilisent des armes un peu plus futuristes. Leurs armes se comportent un peu comme des fusils d'assaut modernes néanmoins. Alors, un autre passage dans le livre va expliciter quelques notions sur les armes, mais c'est l'un des rares. La série reprend ce moment et les tire bien sûr un peu plus. C'est le passage dans l'armurerie. Kovacs cherche des armes, se rend dans une armurerie qui s'appelle Larkin et Green, qui sont armuriers depuis 2203, et s'y présente avec la recommandation de Bancroft. Cette boutique, elle est décrite par l'auteur dans le texte. Elle présente des armes modernes, futuristes, mais aussi anciennes, comme des katanas anciens et étranges, mais aussi des armes en bois qui auraient des formes organiques. Celles-ci seraient fabriquées à la main en hybride de hêtre par les firmes Kalachnikov, Purdy et Beretta.
Après avoir expliqué ce qu'il voulait à un mandroïde, en évoquant son fameux Smith & Wesson 11 mm Magnum et son pistolet à fléchette Ingram 40 lance-particules Sunjet, eh bien, Takeshi Kovacs demande à ce mandroïde qu'est-ce qu'il pourrait trouver actuellement. Alors, la cartouche du 44 Magnum, elle a un calibre réel dans notre monde de 10,92 mm. Hein. Du coup, ce qui correspondrait à son arme fétiche qui décrit le 11 mm. Mais le Smith & Wesson 44 Mag, c'est un revolver. Et il est déjà mythique au cinéma car c'est l'arme de Dirty Harry, incarnée par Clint Eastwood. On ignore bien sûr à quel point cette version de 2130 lui ressemble, mais l'arme tendue dans la même scène par la compagne de Kovacs, c'est un simple pistolet noir affublé d'une caisse à l'avant, peut-être un kit tactique ou des rails de lampe ou de pointeurs laser, et lui, il a la même arme en main. En fait, ce sont des pistolets éclair et coche MK23 pour les deux protagonistes, sûrement pour des questions pratiques d'avoir des armes qui tirent à blanc pour la scène. Alors, dans le film, on lui présente Clive, dans le texte original, un sorte de Q, ingénieur en armes, qui lui montre deux armes possibles suggérées par le droïde, un pistolet Nemesis 6, qui va prendre le nom de Nemex, et un pistolet Phillips. Alors, le Nemex promet rien que par son nom. D'ailleurs, ce nom est emprunté à Némésis, la déesse de l'Antiquité grecque de la vengeance, hein, donc ça en dit déjà long. Mais par contre, le pistolet Phillips, alors moi, ça m'évoque plutôt un rasoir électrique, donc je n'étais pas convaincu par cette appellation, mais bon. Alors, d'après cet armurier, le Nemex, qu'on présente comme la deuxième série, est fabriqué sous licence Mannlicher Schönauer. Il tire une balle chemisée avec un propulseur spécifique Druk 31, donc on est dans les explications techniques, mais qui ne vont pas vraiment avoir de réalité dans notre monde à nous. Hein. Pas toujours en tout cas, ce sont des termes techniques d'armurier. Le chargeur aurait 18 cartouches par exemple, mais en fait, du coup, on ne peut plus parler d'un revolver à barillet, mais d'un pistolet. Par contre, c'est impossible pour une arme de ce calibre d'avoir 18 coups, à moins d'avoir une espèce d'extension de chargeur dépassant sous le talon de l'arme. Par exemple, un pistolet équivalent au 44 Mag, on peut parler du Desert Eagle, qui lui a de 7 à 8 coups d'autonomie, donc pas plus. Pour augmenter le nombre de tirs, il faudrait alors réduire le calibre, ce qui est bien sûr possible en 9 mm, mais ça impacte la puissance de feu qui n'est pas la même. Et un monstre comme le Nemex n'aurait pas d'utilité, on n'aurait pas besoin d'une carcasse aussi grosse. On retrouve les mêmes illogismes que dans les œuvres comme Robocop, par exemple. Alors, dans la série, Kovacs récupère cette arme d'un ennemi, il ne va pas l'acheter dans une armurerie. Il est braqué par un jumeau, le jumeau Dimitri, qui utilise cette arme et il lui pique en fait. Le choix de la production pour la série va se porter sur le design du Rhino. Donc, c'est un revolver bien connu qui descend du revolver italien Mateba, qui est déjà célèbre dans le manga Ghost in the Shell, qui va notamment être utilisé par les personnages Seburo et Togusa. Mais le Rhino est déjà abondamment connu au cinéma, hein, dans le remake de Total Recall, par exemple, ou bien c'est l'arme de poing d'Harley Quinn. En fait, c'est un revolver à 6 coups qui est très futuriste hein, dans son look. Et sur la version d'Altered, par contre, il n'a même pas de barillet. Les champs latéraux sont tout plats, ce qui empêche vraiment l'utilisation technique de cette arme avec des cartouches et un barillet, et même un approvisionnement avec un chargeur. De son côté, le pistolet Phillips est en acier plein, 2 fois plus petit, tel qu'il est décrit dans le livre. Il aurait un accélérateur magnétique. Alors, l'accélérateur magnétique, c'est un vrai système balistique hein, qui est mis au point au XIXe siècle, qui voulait exploiter le potentiel électromagnétique, mais qui n'a jamais dépassé le stade de prototype, malgré une puissance évidente, mais le coût était tout simplement prohibitif. C'est peut-être une réelle technologie qui sera développée dans notre futur à nous, humains, grâce à la mini-miniaturisation, hein, parce qu'en disposant de systèmes électroniques à l'intérieur des armes et même des projectiles, on pourra peut-être voir ce genre d'armes venir au jour. L'armurier dans la série le présente comme étant précis à 20 mètres, ce qui n'est pas vraiment très extraordinaire hein, comme performance. Il a des batteries qui permettent de 50 à 60 décharges pour un chargeur de 10 projectiles. Donc là, on parle bien de batterie électrique ou d'une énergie interne. Il n'y a pas de recul en raison de l'absence de détonation. Et l'arme possède une espèce d'option d'inversion de champ sur le générateur pour récupérer les projectiles sur la cible. Alors ça, c'est une vraie particularité qui va être exploitée par la série, qui va en faire l'objet de plusieurs scènes. C'est une vraie trouvaille. En revanche, l'arme est passée d'un petit calibre à une très grosse pièce en étant dotée d'un second canon sous le talon, un peu à l'image du pistolet phaser de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. Dans le livre, il n'y a pas de séance de tir d'essayage, car Clive, l'armurier, lui explique que les joujoux sont livrés avec des disques d'exercice,
alors que dans la série où le beau magasin a disparu, on retrouve un atelier crasseux à moitié clandestin. Kovacs va y performer des tirs où on comprend la spécificité du Phillips. Les flingues sont fournies avec des gaines fiber grip à enzymes collantes aux vêtements dans le livre. Ça ne sera pas du tout exploité du tout dans la série. Weta Workshop, les designers vont fournir un grand nombre de pistolets non identifiés, produits à partir d'armes de tir à blanc, et même d'armes d'airsoft, pour leur donner un air vaguement futuriste. C'est un classique des productions SF, même dans Star Wars, on va retrouver les mêmes poncifs. On retrouve des armes blanches, là j'ai abondamment parlé des armes à feu, mais il y a quelques armes blanches. Dans le récit, on va du poignard qu'on appelle T-Bit au sabre d'Highlander. Alors, Morgan va doter Kovacs d'un couteau à l'armurerie, où une dénommée Sheila va le renseigner, qui disparaît dans la série. Il précise qu'il veut quelque chose de petit à lancer. Elle lui présente alors un couteau plat de 15 cm qui s'appelle le fameux poignard T-Bit. Alors, c'est peut-être un jeu ancien entre commandos, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce poignard méchant, d'après elle, il est réalisé en alliage d'acier au tantalum, dont on ne sait rien du tout. Avec sa gaine en toile de carbone, un euro-ressort peut le libérer à la demande. Il est sûrement parfait pour le lancer, avec un contrepoids qu'on dit silex dans le pommeau pour l'équilibre. Il possède un canal au centre de la lame avec des caractères complexes qui sont gravés, qui sont un codage d'armes biologiques. Le canal étant rempli d'un procédé chimique qui s'appelle le C381, qui provoque des composés cyanidés en contact avec l'hémoglobine. Cette spécificité sera notamment utilisée dans le combat final avec sa sœur dans le livre. Cette Raylene, justement la sœur de Kovacs, elle est souvent armée d'un katana ou d'un wakizashi, qui ne sont pas du tout cités dans le livre. C'est une création totale de la série. Et soudainement, dans le complexe de la tête des nuages dont on a parlé, on voit ses appartements privés et on voit qu'elle possède une collection d'armes blanches. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup, évidemment. Et parmi celles-ci, on peut voir un sabre japonais qui a une poignée en ivoire sculptée, à l'image des deux sabres des films et des séries Highlander, respectivement ceux de Connor et Duncan MacLeod. Alors celui-ci est différent encore et on ne le voit pas en détail malheureusement. Alors c'est peut-être un clin d'œil ou une modif non utilisée, mais moi je trouve ça génial. Au final, Altered Carbon est bourré de références cinématographiques. On a cité le Smith & Wesson de l'inspecteur Harry dans le livre, mais aussi l'allusion au chef-d'œuvre de K. Dick et de Ridley Scott à travers le Nemex fabriqué par Mannlicher, la firme dont l'arme de Deckard, jouée par Harrison Ford, comporte des morceaux de fusil de chasse de ce fabricant autrichien. Mais la série explose les allusions. Chez l'armurier, on aperçoit sur un mur plusieurs armes de film, comme deux Bone Jack et un Beefeater de Smith & Wesson, le modèle 610 de la trilogie Blade, et également le flingue de l'inspecteur Spooner du film iRobot, mais aussi un Derringer utilisé dans Blade Runner. Impossible de ne pas citer aussi l'aspect western de l'hôtel, où l'IA Poe est armé d'un fusil à pompe Winchester 1894. Et bien sûr, l'allusion à Highlander est extrêmement intéressante, surtout au regard du discours sur l'immortalité des Mathusalem. En somme, on peut dire que Weta Workshop a transformé l'essai, même si les ficelles restent un peu les mêmes que dans d'autres œuvres, comme Ghost in the Shell, Elysium et d'autres, où on a déjà vu les designs similaires. Mais on peut parler dans ce cas-là d'une vraie ADN du studio qui l'amène dans d'autres œuvres, ce qui intéresse également les fans. La déception, elle est plutôt du côté potentiel culte du livre. L'arme mythique de Takeshi Kovacs, c'est un sujet très peu expliqué ni exploité, qu'il s'agisse du Smith & Wesson 44 ou du Nemex 2. Or, en fait, les armes, elles rejoignent finalement l'idée de silhouette des personnages parce qu'elles participent de le définir dans sa corporalité, y compris avec ses extensions martiales. Les héros de films apparaissent souvent dans les images de promotion armés de leurs pistolets favoris, et ça participe de l'aspect culte de ces objets. Un symptôme qui est assez parlant, la production n'a pas lancé d'armes collectibles, et ce sont les fans qui ont produit le Nemex en 3D pour du cosplay ou de la collection. Parce qu'en fait, quand on est fan, posséder l'arme du héros, c'est en quelque sorte se rapprocher de son univers et de son corps, c'est assez important. Voilà une description vraiment très très détaillée. Alors moi j'ai beaucoup apprécié personnellement tout ce que vous avez pu essayer de capter par rapport à tout ce qui a été diffusé par les showrunners sur justement les autres séries ou les autres films. Et ça c'est très très intéressant parce qu'on voit que effectivement, comme vous l'avez dit, les influences sur les armes vont
de très nombreuses séries ou films, que ce soit des films plus anciens ou des films d'anticipation déjà. Et ça, c'est très intéressant. Alors, j'aimerais maintenant voir avec Soline, justement, pour profiter de votre spécificité à chacun sur vos travaux. On a vu les armes avec vous, Nicolas. Maintenant, j'aimerais voir comment le costume dans la série met en avant une certaine narration, mais en avant aussi les corps, sachant en plus, pour vous, Soline, qu'on est quand même assez éloigné des costumes vénitiens du XVIIIe siècle. Tout à fait. Alors, c'est à la fois éloigné, mais pas tant que ça. On va voir que finalement, ce sont les mêmes codes qu'on utilise aujourd'hui, qu'on utilise depuis des siècles, qui vont caractériser le rapport du corps avec le vêtement. Comme l'a dit Nicolas, la question des armes est importante en matière d'incarnation d'un personnage. On peut dire que l'arme est un accessoire quotidien pour Kovacs et bien d'autres des personnages. Or, l'accessoire, tout autant que le vêtement, fait corps. C'est-à-dire qu'il influence directement le corps et sa morphologie. Il devient même carrément une interface entre lui et son environnement physique et social. Et ça fait déjà finalement de la personne un être humain augmenté, si on peut dire, avant même toutes les considérations actuelles autour du transhumanisme. Alors en ça, l'armement entre pleinement dans la logique plus générale du corps et des apparences. Si il est intéressant de se pencher sur l'apparence d'une personne physique, c'est qu'il s'agit d'un signe. C'est à la fois un mode d'expression pour la personne qui paraît et une source d'information pour celle qui la perçoit. Et c'est donc basiquement un élément incontournable de la relation à soi, mais aussi de la relation à l'autre. Ce que nous présente en fait Altered Carbon, on l'a vu, c'est une société qui a dépassé le jumelage corps-esprit dans l'accomplissement de ce qui semble être un fantasme transhumaniste, qui ne rêverait pas, en effet, de voir son esprit survivre à son corps. Toutefois, ce qui peut sembler un rêve dans un monde idéal, on se rend compte que ça devient rapidement un cauchemar dès que c'est confronté à la trivialité de la nature humaine. On constate en effet que dans cet univers, le corps est dépeint comme une marchandise qui est soumise du coup aux impératifs capitalistes dans une société où les lobbies militaires ou d'affaires dominent largement. Alors c'est une marchandise, du coup, elle peut être louée, prêtée, vendue, ou même tout simplement détruite, et on considère comme archaïque l'idée qu'un corps serait naturellement lié à un esprit spécifique. Les corps sont désormais des enveloppes appartenant aux plus offrants. Le rapport à la corporalité est donc biaisé, puisque le corps est défini d'emblée comme un objet non pas vivant, mais servant simplement de support à la vie interchangeable à volonté comme un costume. Et d'ailleurs, à ce titre, il est intéressant de souligner, par exemple, que Myriam, donc la femme de Lawrence Bancroft, a différentes enveloppes pour différents usages. Et on se rappelle d'ailleurs de celle qui est boostée aux phéromones qu'elle utilise pour séduire Kovacs. Ce sont des enveloppes personnalisées qui deviennent donc juste des accessoires, un peu comme un bijou, un costume ou une autre robe. Et c'est amusant dans cette perspective de se pencher sur le mot anglais qu'on utilise pour désigner l'enveloppe corporelle dans Altered Carbon. On parle de sleeve, un mot qui renvoie également au champ lexical vestimentaire. La sleeve, c'est la manche, un concept que je trouve un petit peu passant d'ironie si on pense que l'on peut, dans cet univers, changer de corps comme de chemise. Mais le corps, donc, qui est devenu vêtement de l'âme, est du coup soumis au même diktat finalement matériel que la mode. Et la possibilité de remplacement des corps qui bouleverse clairement l'organisation de la société dans l'univers de la série et qui devrait en théorie libérer l'humanité de la tyrannie de la matière, eh bien, devient en réalité, paradoxalement, un outil d'asservissement capitaliste plus que de libération. Alors, ça place, bien sûr, de toute façon, l'univers dans la tradition parfaite du cyberpunk. Du coup, bien que séparé de l'esprit, le corps n'en impose pas moins une tyrannie de plus en plus prégnante, parce qu'il faut comprendre que dans cette société, l'accès au corps n'est plus un droit, mais simplement un confort et un avantage. Alors, ça place forcément les moyens financiers à un niveau très intéressant, puisque ça permet d'échapper à une fragmentation de l'identité, ce qu'on ressent quand on change de corps et qu'on garde la même identité. Les maths peuvent garder leur même enveloppe, ils n'ont pas à se réadapter, mais pour ceux qui n'en ont pas les moyens, eh bien, la pile corticale cristallise finalement une discrimination de plus par le corps.
Pourtant, dans un univers où il est possible de se réenvelopper, ou d'être réenveloppé, parce qu'on le voit, ce n'est pas toujours de manière volontaire que ça arrive, qu'on peut le faire dans n'importe quel corps, peu importe l'âge ou le genre, on peut dire que le corps a perdu de sa profondeur, hein. Il est plus nécessaire pour faire l'expérience du monde, mais en plus, il est même plus lié à la question d'identité qui peut désormais sauter de corps en corps. Alors, dans un monde comme celui-là où le corps n'est plus vecteur d'identité, est-ce que ce n'est pas aux vêtements que ce rôle revient ? Dans l'histoire culturelle et sociale, le vêtement fait corps et fait donc esprit. Et c'est là où on n'est pas si loin finalement des théories sur le rapport corps-vêtement, corps-esprit, vêtement-esprit. C'est qu'au cours de la Renaissance, on énonce que l'apparence témoigne de l'essence de l'être, alors que dans la série, on peut se dire que le corps ne fait plus l'esprit. Et du coup, ce serait au vêtement de réaliser l'identité de quelqu'un. Cette question est d'autant plus intéressante à analyser s'agissant d'une œuvre audiovisuelle de fiction, puisque c'est un genre où on sait que la place des costumes est capitale pour donner vie au personnage. Et de fait, contrairement à un roman où le lecteur va choisir ce qu'il visualise et avec quel détail il le fait, eh bien le cinéma oblige notre imaginaire à habiller à l'écran tous les personnages dans toutes les circonstances narratives. Alors, il y a Anthony Maté qui propose d'attribuer au corps 4 figures qui le définissent en tant qu'enveloppe. Ce sont la forme, le filtre, le contenant et la surface d'inscription. Dans ce contexte, on peut considérer la peau comme la première enveloppe qui offre à l'individu une forme pour matérialiser le corps dans l'espace, un filtre qui lui permet d'interagir avec son environnement, un contenant pour le sang et les tissus et une surface sur laquelle s'impriment des traces endogènes comme des réactions cutanées ou exogènes, le bronzage, les blessures, etc. Face à cela, le vêtement, c'est la seconde enveloppe qui va modifier, au sens de dispositif prothétique, donc, les figures du corps, et ça peut aller du soutien-gorge aux épaulettes des vestes, en passant par le modèle du pantalon ou la hauteur des talons. Et cette modélisation de la corporéité fait discours au quotidien, mais ça va être encore plus fortement relayé au cinéma qui va utiliser ça pour développer son propre discours. Et c'est comme ça que dans les années 1950, le cinéma hollywoodien utilise le t-shirt pour présenter des héros qui n'ont plus aucun besoin d'une sanction institutionnelle et pour rendre visible une certaine tension paradoxale entre aisance et névrose, charisme et désillusion, négligence et sensualité, etc. Dans cette perspective cinématographique, comment les humains s'habilleront-ils en 2384 ? Alors forcément, cette question, tout réalisateur se la pose quand il s'agit de matérialiser le monde du cinéma, le monde de demain, au cinéma. C'est d'ailleurs amusant de regarder aujourd'hui comment certaines œuvres audiovisuelles d'il y a quelques décennies ont imaginé le look de notre période actuelle, comme dans Blade Runner, qui se passait finalement l'année dernière. Non pas l'année dernière, mais en 2019. Comme dans toute création, il n'y a jamais de rupture totale avec l'existant. En fait, on s'inspire de ce qui a été. Donc finalement, ce qui reste commun à la fois aux films et séries et aux défilés de mode, c'est qu'on va radicaliser le look sur lequel on s'appuie pour lui donner un caractère futuriste et ou décalé. Dans ce sens, la mode influence le cinéma, tout comme le cinéma influence la mode. Et selon Jean-Michel Bertrand, consultant à l'Institut français de la mode, ces longs métrages ont même impacté les tendances d'aujourd'hui, puisque les costumiers peuvent être considérés comme des créateurs de mode dans la mesure où ils sont repris par tous les grands couturiers. Alors là, on peut citer à titre d'exemple Mad Max, qui inspire par exemple les blousons d'Eddie Slimane pour Yves Saint Laurent, ou encore Star Trek, qui a été revisité par Gucci. Dans la tradition originelle, on peut dire que les créateurs de costumes dans les films de science-fiction ont décrit et designé le futur comme utilitaire, uniforme, clinique. On peut penser par exemple à Forbidden Planet en 1956 ou à 2001 en 1968. Volontairement à cet opposé, à l'opposé de Kubrick par exemple, dans Dark Star en 1974, John Carpenter, lui, dépeint le voyage spatial comme une entreprise sale et crasseuse. En 1977, lorsque George Lucas fait habiller les rebelles de Star Wars, il précise que l'histoire racontée se déroule il y a très très longtemps, pour mieux associer à la fois des robes de samouraï inspirées de Kurosawa pour les Jedi et une mode hyper occidentale et terrestre donc pour Han Solo par exemple. Entre de larges épaulettes et des jupes serrées, c'est le futur de Blade Runner de Ridley Scott qui s'inspire à la fois des 80s et du vintage.
Le film s'est d'ailleurs imposé comme un incontournable de la mode qu'on appelle rétro-futuriste, c'est-à-dire qu'elle mêle avec succès les styles glamour hollywoodiens des années 40, de la femme fatale des années 50 et du punk des années 80, le tout formant quelque chose de crédible. Aujourd'hui, par contre, les films de science-fiction font par contre très souvent du look futuriste un style presque unisexe, lié à des besoins de travail ou de survie. Et là, on pensera à des films comme Divergente en 2014 ou 2 ans avant Hunger Games. C'est d'ailleurs plutôt ce que véhiculent des œuvres majeures de la littérature d'anticipation, et là, je pense à 1984 ou Au meilleur des mondes. Mais rien de tout ça n'était souhaité par le département costume d'Altered Carbon dans la manière dont on entendait habiller le 24e siècle. Pour la série Altered Carbon, c'est Anne Foley qui est à l'œuvre. Elle a été costume designer pour plusieurs séries dans l'univers Marvel des Agents of S.H.I.E.L.D., mais elle a aussi travaillé comme assistante sur des films comme Star Trek Into Darkness, Terminator Renaissance ou l'Agence Touriste, etc. Elle n'est pas inconnue, et dans une interview, elle déclare pour Altered Carbon avoir mis en œuvre plus de 2000 costumes au cours de la série. Et elle a fait du sur-mesure pour environ 500 pièces de costumes. Elle avoue parfois, vu le nombre, qu'elle n'a pas eu le choix que de travailler avec des articles disponibles en prêt-à-porter dans les magasins, qu'elle a ensuite modifiés en jouant par exemple sur des détails comme les cols de chemise, le revers des vestes, etc., au point de les rendre méconnaissables. Et elle a également joué avec le genre de certains types de vêtements, puisque elle raconte en clin d'œil que certains hommes portent des vêtements féminins sans qu'on puisse le remarquer à l'écran de manière certaine, ou même en être choqué parce que ces vêtements de base ont été totalement relookés et customisés pour la série. Alors, comme il se doit dans toute œuvre audiovisuelle, les vêtements imaginés par Anne Foley parlent directement au spectateur. Il s'agit de matérialiser des tas de choses, par exemple les distinctions sociales. Et les maths sont habillés, si on les regarde, dans une palette très proche de celle des nuages. Justement, on en parle beaucoup de ces nuages. Des matières transparentes, légères, argentées, dorées, dans des tons ivoire, bleu clair. Alors qu'à l'opposé, eh bien, les classes sociales inférieures, elles sont marquées par des teintes et des matières sombres et pesantes qui symbolisent leur ancrage dans la réalité, leur ancrage au sol, bien loin de ce paradis des nuages. Si on reprend les Bancroft, Myriam, par exemple, porte des robes transparentes, argent, or. Et en fait, on se rend compte au travers de ça que c'est un personnage qui se présente comme une déesse, ou au moins comme une impératrice dans l'univers de la série. C'est-à-dire que c'est une femme qui domine sa caste, elle est âgée de plusieurs centaines d'années, même si ça ne se voit pas, et ses robes transparentes avec des satins soyeux, des nuances métalliques, évoquent le luxe qui forme donc la pierre angulaire de son style, qui fonctionne très bien avec son personnage de femme fatale, très consciente de son pouvoir social. Donc, Foley a donc réalisé un design où les vêtements de son personnage sont comme des accessoires, alors légers, purs, organiques, qui symbolisent sa place dans le ciel au-dessus du commun des mortels. Et on voit une certaine déité s'incarner, par exemple, dans des robes à la grecque, qui s'inspirent clairement des toges antiques, mais aussi dans des tailleurs pantalons, des bijoux hyper géométriques, surdimensionnés, où tout va symboliser la pureté. Alors, bien sûr, dans ce contexte, on ne va pas s'étonner qu'Anne Foley se réclame de Blade Runner ou de Gattaca et de leur utilisation du passé pour concevoir ce futur. Mais dans une interview, elle déclare aussi que son souhait principal était que le look reste plutôt terre-à-terre. Selon les créateurs, finalement, l'histoire ne se déroule que, entre guillemets, 300 ans dans le futur, un futur où ils considèrent dans le design, que la mode n'est pas encore devenue utilitaire, uniforme et clinique. Il souhaitait donc que les gens puissent s'identifier aux vêtements et en même temps se distinguer des autres films de science-fiction. Alors c'est très très marrant ça, parce que du coup, il y a des sites internet qui proposent tout simplement des costumes do-it-yourself de Takeshi Kovacs. L'idée véhiculée par la promotion de ces produits, c'est de patienter en attendant la prochaine saison, en endossant non pas l'enveloppe, mais les vêtements de l'ancien diplôme. Alors ça va d'une gamme de répliques exactes de vêtements portés par les personnages à une sélection d'éléments vestimentaires dans le style qui permettent, une fois associés et portés, de donner vie à la silhouette emblématique de Kovacs.
Mais est-ce que l'habit fait le moine et est-ce qu'en s'habillant en Takeshi Kovacs, au travers de son apparence, on s'approchera de son identité? Alors l'apparence, c'est ce qui peut être saisi de façon instantanée par le regard. Les traits du visage, mais également l'aspect visible du corps charnel dans son ensemble, la tenue vestimentaire et les accessoires que la personne porte, que ce soit un sac à main ou un flingue, par exemple. Cette idée nous renvoie directement à celle de l'habitus. Alors, l'habitus, c'est un mot utilisé en médecine pour désigner l'apparence générale du corps, du visage de quelqu'un, pour en faire une indication de son état de santé. Mais en sociologie, l'habitus, c'est la manière d'être d'un individu lié à un groupe social et qui se manifeste dans son apparence physique au travers de l'attitude, la posture, la gestuelle, mais aussi la mimique, la voix, sans oublier le vêtement, l'hygiène corporelle, en bref, tout ce qui fait son aspect civilisé. Alors, dans cette perspective, l'hybride acteur-personnage est en fait la combinaison d'un corps authentique et d'une identité construite. C'est-à-dire que l'acteur doit quitter son habitus personnel bien réel pour incarner celui d'un individu de fiction. Mais dans la perspective de l'univers de carbone modifié, que devient donc l'habitus, cette incarnation pleine et entière de l'identité d'une personne, dans un univers où l'esprit peut s'incarner dans n'importe quel corps. La série présentait d'ailleurs à ce titre un enjeu de taille. Comment faire en sorte, au travers des costumes, de parvenir à donner l'impression que la même personne se trouve dans des corps différents. Ainsi, quand une des filles de Miriam Bancroft, par exemple, emprunte l'enveloppe de sa mère, la question était de savoir si elle gardait la même robe, les mêmes bijoux. Et c'est d'ailleurs ce dernier détail très subtil qui a été changé. Mais il revenait surtout à l'actrice de changer littéralement d'habitus et de quitter l'incarnation de Myriam pour celle de sa fille, au travers d'un changement de posture, de maintien, de ton de voix, etc. Suffisamment pour que le spectateur y comprenne quelque chose, mais assez subtilement pour que dans le scénario, le personnage de Kovacs puisse être troublé et saisi par le doute. Alors, ça rejoint les propos d'une autre costumière, Deborah Landis, qui a travaillé par exemple sur les Blues Brothers. Elle estime, elle, que c'est le costume qui fait le personnage. Donc, les costumes sont confectionnés ou modifiés à la fois pour s'adapter parfaitement au corps de l'acteur, ça semble logique, mais aussi soutenir l'illusion du personnage qu'il incarne. Et en 2384, comme au cinéma, le vêtement deviendrait donc le seul vecteur d'identité valable sur lequel s'appuyer. Il suffit de prendre pour exemple le point culminant de la tenue de Kovacs lors de la première saison, son manteau. Donc c'est un trench coat avec un col montant, la ceinture de rigueur. Et en fait, le trench coat, il a été dessiné initialement en 1914 par Thomas Burberry. Et il a été dessiné pour l'armée. C'est un vêtement qui a été historiquement porté dans les tranchées. Il s'agissait de protéger les soldats de la pluie et de leur tenir chaud. Mais ce type de manteau est devenu un objet emblématique du cinéma, endossé par des personnages féminins autant que masculins. Alors tout le monde se souvient de celui qu'endosse Humphrey Bogart dans Casablanca en 1942, faisant de lui un accessoire indispensable au portrait du nouveau héros de cinéma en quelque sorte. Alors il est porté le devant du manteau ouvert, il participe à créer une tenue à la fois décontractée et formelle dans la série, mais dans aussi d'autres films. Et sa prestance décontractée fait qu'il est souvent porté dans les polars par des fins lignées, comme récemment Gary Oldman dans La Taupe en 2012. Dans les univers de fiction, il habille autant Neo dans Matrix que Richard Deckard, joué par Harrison Ford, ou Joe, joué par Ryan Gosling dans les opus de Blade Runner. Et il est maintenant donc également devenu iconique pour le personnage de Kovacs. Il est intéressant de noter d'ailleurs qu'il y a un spot publicitaire qui est sorti en juillet 2020, un spot pour des écouteurs destinés au gaming, et où on retrouve l'univers d'Altered Carbone largement évoqué, principalement à travers la silhouette du personnage principal des scènes filmées pour le spot. Alors ce trench coat, non seulement rappelle à l'image combien l'intrigue s'inscrit dans le genre du polar noir, mais il participe à faire en réalité de Kovacs un enquêteur à part entière.
Alors, à nos yeux de spectateurs, le vêtement est donc bien ce qui fait le personnage. Tout ça n'est pas sans faire écho au concept énoncé à la Renaissance, j'y reviens, autour de la question des apparences. Et là, c'est Erasme que je cite, il avait en effet formulé le postulat selon lequel, je cite, le vêtement est le corps du corps. C'est donc la seconde enveloppe qui, en construisant la première dans un monde où le corps culture doit supplanter le corps nature pour participer pleinement à la construction du corps social. Alors ça rejoint le proverbe, hein, l'habit fait le moine, l'habit fabrique crée le moine, ce qui veut dire que n'importe quelle personne qui va enfiler une bure va être pris pour un moine. Le vêtement, seconde enveloppe du corps, aussi alors entre la révélation de l'être et sa dissimulation. Et la boucle est bouclée. Et on revient finalement à l'idée rémanente qui vise à concevoir dans Altered Carbon le corps comme un vêtement. Ce n'est plus seulement la seconde enveloppe qui fait ou ne fait pas d'ailleurs l'individu social dans son corps culture, mais également son enveloppe charnelle, sa première enveloppe, qui va de ce fait elle aussi osciller entre dissimulation et révélation, à autant que faire se peut, selon le destin de chacun finalement. Voilà une évocation vraiment très en détail de tout ce qu'on peut voir sur les vêtements, hein, et on voit bien, hein, vous avez bien étudié ça dans votre thèse, que effectivement le vêtement c'est un langage, c'est une façon de communiquer, c'est aussi une façon à la fois de montrer quelque chose à l'autre, et ça c'est très intéressant, et c'est surtout très intéressant de le voir dans une série dite de science-fiction. Alors peut-être Nicolas, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut finalement retenir de cette série Altered Carbon? Bien sûr on l'a compris, la saison 1. Et oui, on pourrait en parler pendant des heures, hein, vous l'aurez compris. Donc, c'est sûr que là, on peut résumer ou conclure un petit peu en disant qu'Altered Carbon, c'est pas juste une série fun à regarder, ça a des racines incroyables. C'est une mine de réflexion à décliner, aussi bien pour les fans que pour nous, historiens, lorsqu'on analyse le récit. Ça rejoint des questions qui allient à la fois éthique et esthétique, théorie et pratique, ou même conception et technique, que ce soit pour les armes ou les vêtements. La question des corps, dans son rapport à lui-même, dans son rapport aux autres, mais aussi dans l'environnement, c'est au centre de l'univers créé par Richard Morgan. Et on peut considérer que la série a bien su mettre en image des tensions du récit autour de ce concept, hein. On notera comme seul bémol, selon nous, donc l'échec d'Anthony Mackie à incarner l'habitus dont vient de parler de Soline de Takeshi Kovacs, alors que ça fonctionnait très bien avec Joel Kinnaman quand il est dans le corps d'Elias Riker et Will Yoon Lee dans le corps original. Mais dans l'ensemble, la gestion des apparences, on pense ici à l'interprétation pleine d'humour de Matt Biddle dans le rôle de la grand-mère d'Ortega, qui est temporairement enveloppée dans le corps d'un tueur tatoué et percé. C'est une réussite dans la série, qu'il s'agisse de l'acting, y compris dans les scènes d'action et de combat, ou du costuming. En fait, en conclusion, la série Altered Carbon, ça a été une belle surprise des productions récentes. C'est une adaptation d'une œuvre littéraire et une œuvre originale, en étant déclinée en série de cette façon, hein. L'exercice narratif est assez réussi, assez naturel pour la première saison, moins pour la seconde qui mériterait tout un autre commentaire, parce qu'il y a des gens qui ont adoré pour d'autres raisons et on ne va pas les démentir, il y a des ingrédients, mais ça n'avait pas de sens pour notre commentaire aujourd'hui. Pour la culture matérielle des corps, du vêtement, de l'armement, c'est une belle surprise parce que la série d'action présente de belles inventions, mais aussi des références pour l'œil averti à des degrés divers, et c'est servi par des acteurs au jeu assez appréciables. Ça a été un vent de fraîcheur lors des premiers visionnages. C'était comme un espèce d'immense bonus DVD d'un univers à la Blade Runner, mais finalement enrichi et rendu assez indépendant au final, je tiens à le préciser. Les armes et les accessoires ne sont pas devenus cultes, néanmoins, en dehors d'une petite communauté de fans qui ont eux-mêmes produit leurs copies. Par exemple, j'ai été assez surpris, on trouve des gens qui ont reproduit le sac rose et arc-en-ciel à la licorne de Kovacs, dans lesquels il va trimballer ses armes pendant un bon moment. Et donc, malgré des inventions réelles, mais aussi des remplois d'objets déjà signifiant dans d'autres œuvres, peut-être un peu trop, justement, ils ne sont pas devenus réalité dans des objets cultes. Peut-être ils ne dépasseront pas l'œuvre elle-même. La puce corticale, par contre, le design de Weta Workshop, de ce qu'ils ont fait comme boulot, ils ont assuré une bonne partie de la production. Et ça se place dans une tradition du genre bien assumée, assez réussie. On aurait aimé des développements et des spin-offs. Heureusement, le manga a parfaitement accompli et ça mériterait à lui tout seul une analyse entre l'œuvre littéraire, le passif des 2 saisons
la culture des armes dans laquelle ça se réclame avec justesse. Altered Carbon a du potentiel, son univers est plus que palpable maintenant et même pourrait servir de référence à son tour pour qualifier d'autres œuvres futuristes. Et ça mérite clairement d'être cité en exemple comme un univers cohérent, riche et qui a finalement du corps. Nous étions donc dans l'épisode 106 d'Histoire en série pour présenter la série Altered Carbon. Donc, c'est Soline et Nicolas Baptiste qui nous ont présenté ça. On a bien vu que chacun a mis en avant sa spécialité et surtout de façon très intéressante dans une série d'anticipation a pu montrer que le choix des armes, j'allais dire, mais aussi le choix des costumes est quelque chose de très intéressant dans la construction de la narration sérielle. Et vous avez tous les deux montré ça très bien. Alors, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, Soline et Nicolas, vous avez fourni une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'épisode sur notre site internet histoireensérie.com. Et puis, comme toujours, vous pouvez retrouver le résumé de cet épisode avec les liens pour aller l'écouter sur YouTube et sur les grandes plateformes de podcast sur le site de notre partenaire nonfiction.fr pour celles et ceux qui voudraient échanger, qui voudraient continuer la discussion, qui voudraient peut-être approfondir des choses. On peut aussi se retrouver sur Twitter et bien sûr sur le groupe d'Histoire en série sur Facebook. Il ne me reste plus qu'à vous remercier Soline et Nicolas et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle émission autour des costumes et des armes. Avec plaisir, merci à vous. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Trouble launches to clear. Such a beautiful planet populated by a stranger animal.